Bonjour à tous et bienvenue au 6e épisode de Résume-moi ça, où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Ah, l'école, ce havre de paix où on passait ses journées à être avec ses amis, où on rigolait avec eux dans la cantine en mangeant les frites de vendredi midi. C'était l'insouciance parfaite. Mais en même temps, c'était pour certains une épreuve compliquée. Ainsi, nombreux sont les enfants qui, lors de l'apparition des maths avec des lettres, ont vite perdu espoir. C'est développa dès lors l'anxiété mathématique qui deviendra plus tard un sujet étudié par les chercheurs. Par cette petite introduction, je voulais montrer que chacun de nous a un rapport différent avec l'école. Si pour certains l'école fut une période excellente, elle constitue pour certains une période de trouble. Malgré l'attitude que nous pouvions avoir face à l'école, il y avait toujours nos parents pour nous rappeler à quel point leur scolarité fut plus difficile que la nôtre. Ainsi, nous avions tous la vie facile en comparaison à eux, il ne fallait pas se plaindre. Qui de nous n'a pas entendu les histoires du chemin de l'école de nos parents ? À les en croire, ils parcouraient les endroits les plus inhabitables pour rejoindre leur école. Si bien que nos parents nous relatent une histoire personnelle, celle-ci ne remonte qu'à 20, 30 ou encore 40 ans. Mais qu'en est-il de l'école d'avant d'eux, celle de nos arrière-grands-parents ? À cette fin, cet épisode se proposera de se pencher sur l'école d'avant 1900. Nous allons nous intéresser à l'école primaire qui, au contraire des écoles secondaires, c'est-à-dire des lycées, fut un enseignement quasi obligatoire dans certains pays européens et qui disposait souvent d'un encadrement par la loi. Le pays sur lequel on se penchera est le Luxembourg. Luxembourg is the best country in Europe. La loi Kirpart du 20 avril 1881 a ainsi rendu obligatoire la fréquentation de l'école primaire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Toutefois, l'école n'était pas gratuite et des frais devaient être payés. La gratuité au Luxembourg sera quant à elle introduite en 1912, mais revenons-en à notre sujet. À la fin du 19e siècle, il y avait au-dessus de 700 classes dans le Luxembourg. En 1890, on avait ainsi 727 classes, et à la fin du siècle, c'est-à-dire en 1899, on avait 769 classes. Dans l'école primaire, on avait des classes pour les garçons, des classes pour les filles, mais il y avait également des classes mixtes. En 1899, on avait dans les 769 classes 241 classes de garçons, 241 classes de filles et 287 classes mixtes. Durant cette dernière décennie, il y avait aux alentours de 30 000 élèves par an qui étaient subdivisés dans leurs communes respectives. Le nombre moyen d'élèves dans une classe était de ce fait aux alentours de 40. C'est exact, 40 élèves dans un même endroit et seulement un instituteur. En effet, il y avait souvent autant d'instituteurs que de classes. Ainsi, pour les 769 classes en 1899, on avait 771 instituteurs. Une nouvelle fois, il est important de regarder ce chiffre plus en détail. De ces 771 instituteurs, on avait 425 instituteurs laïcs et 346 institutrices. Soulignons que de ces 346 institutrices, 153 étaient des religieuses provenant majoritairement de la congrégation de la doctrine chrétienne dont le siège était à Nancy. Pour devenir instituteur ou institutrice au Luxembourg, il fallait remplir plusieurs conditions. D'une part, les institutrices devaient avoir 18 ans et les instituteurs 19 ans. Bien évidemment, il fallait avoir la nationalité luxembourgeoise. Concernant les qualifications, les instituteurs doivent avoir un brevet de capacité réglementaire. Ils doivent donc être diplômés. Le brevet de 4e rang permet ainsi de devenir un instituteur. Toutefois, le candidat est obligé d'obtenir au bout de 5 ans son brevet de 3e rang. Cela signifie que les instituteurs doivent passer des examens et qu'il y a de ce fait une formation continue pour pouvoir continuer à enseigner. Cette particularité, on la retrouvera également en Allemagne et en Autriche. Si aujourd'hui le débat concernant les disparités salariales entre les hommes et les femmes effectuant un même travail se subdivise entre ceux qui disent que cela existe et ceux qui disent que cela n'existe pas, la réalité il y a plus de 100 ans est tout autre. En 1879, un observateur français qui avait analysé le fonctionnement de l'enseignement primaire au Luxembourg nota que le salaire des instituteurs ne pouvait être supérieur à 2600 francs et qu'il n'était jamais inférieur à 1250 francs. Pour les institutrices, le salaire ne pouvait être supérieur à 1953 francs et il n'était jamais inférieur à 950 francs. Ces disparités salariales furent aussi codifiées dans la loi du 20 avril 1881 concernant l'enseignement primaire. Quelqu'un qui fut engagé par la commune pour une classe de garçons touchait un montant supérieur à 1200 francs, tandis que ceux qui furent engagés pour une classe de filles avaient un traitement supérieur à 1000 francs. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'un salaire de base auquel s'ajoutent les primes que l'observateur précédent a calculées ensemble. En 1899, la valeur d'une dizaine d'œufs était de 1,46 francs. Cela veut dire qu'avec le salaire de base sans ajout, les hommes pouvaient s'acheter 9 863 œufs, tandis que les femmes seulement 8 219 œufs.
Les hommes enseignèrent les classes des garçons et les femmes les classes des filles. Concernant les classes mixtes, la loi prévoit que ce soit les instituteurs, sauf cas exceptionnels, qui enseignent cette classe. Un professeur français qui analysa l'enseignement primaire luxembourgeois en 1896 nota que 200 instituteurs avaient des classes mixtes contre 44 pour les institutrices. Les classes de celles-ci n'avaient généralement pas plus de 20 élèves également. De ce fait, on faisait une plus grande confiance aux hommes pour l'éducation. Les instituteurs luxembourgeois avaient une grande indépendance car il n'y avait pas de directeur ni de stagiaires. Les instituteurs apprenaient sur le tas et il n'y avait pas de véritable personne de contact. Aujourd'hui, les instituteurs rentrent dans un stage et sont sous la responsabilité de quelqu'un. Telle ne fut pas la situation du Luxembourg d'avant. À ce sujet, un auteur note: les jeunes maîtres sont plus libres. Ils ne se contentent pas de suivre les anciens errements, ils possèdent plus d'initiative. Toutefois, il y a un contrôle de qualité qui est effectué par des inspecteurs qui visitent les classes 2 fois par an afin de vérifier que l'enseignement adéquat est donné. Durant cette période, il y avait 4 à 6 inspecteurs qui établissent des rapports qui furent envoyés à l'inspecteur principal. Notons qu'il n'y avait aucune inspectrice et généralement aucune femme dans les commissions d'enseignement. Mais que fut donc enseigné ? Dans l'enseignement primaire, on avait l'instruction religieuse et morale qui fut donnée par le curé de la paroisse. On avait l'apprentissage de l'allemand, du français, mais également des maths. L'histoire et la géographie nationale faisaient également partie du cours, tout comme le chant. Les classes des filles avaient au-delà de ces matières les travaux à l'aiguille. Dans l'école primaire luxembourgeoise, il y avait ce que certains observateurs français ont appelé la vraie égalité. Peu importe le statut familial, les enfants se côtoyaient tous dans ces classes les uns à côté des autres sur leurs bancs en bois. En 1876, un observateur nota: tout le monde est ici sur le pied de la plus parfaite égalité, et le luxembourgeois parvenu aux plus hautes dignités ne saurait oublier qu'il a été le camarade d'école de l'ouvrier qui l'emploie. Il faut avoir visité le Luxembourg pour se rendre compte de cette situation si enviable, comme l'esprit se repose à la vue de ces hommes si fraternellement unis. En 1896, un auteur aura la réflexion suivante. Ces débuts communs à toute la jeunesse luxembourgeoise me semblent expliquer en partie l'absence totale de socialistes dans le Grand-Duché alors qu'ils sont si nombreux en Belgique. Ce fut donc l'école en commun qui retarda selon l'auteur l'arrivée des socialistes au Luxembourg. La particularité de l'école primaire au Luxembourg, comme dans certains pays européens, fut la religion catholique. La religion avait à cette période une place plus qu'importante. À côté des cours religieux, les enfants de l'école primaire assistèrent à la messe tous les matins sous la surveillance de leur instituteur ou institutrice. On retrouva également le curé dans certaines commissions d'enseignement pour inspecter l'école ou encore décider du programme. Au-delà de ces fonctions, la religion joue un rôle important pour les enseignants. Ainsi, la tradition impose sans qu'il y ait de loi à ce sujet que les instituteurs remplissent leurs devoirs religieux, c'est-à-dire qu'ils soient baptisés ou encore se rendent à la messe. Les institutrices qui sont congrégationnistes portent le voile pour marquer leur appartenance religieuse mais également leur célibat. En effet, une autre tradition voulait que l'institutrice qui se marie démissionne. Cela faisait partie des coutumes et des mœurs qu'un observateur français avait du mal à comprendre. Déjà en 1896, il posait la question suivante. L'institutrice au milieu de ses élèves n'est-elle point dans la même situation que la mère de famille au milieu de ses enfants ? À cette période, la religion, les mœurs, les traditions et l'école étaient intimement liées. Qu'apporte donc l'école ? Je vous mets cet extrait du quotidien luxembourgeois Wort publié en 1897. L'école, au fil du temps, a au-delà des connaissances secondaires aidé chaque individu à apprendre comment vivre en communauté. Dans ce microcosme que représente une classe, on découvre les valeurs du partage et de l'amitié, entre autres. Finalement, l'école d'avant n'est dans le fond pas si différente d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram dont le lien se trouve dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.